Avons donc une heure pour vous présenter un peu ce troisième webinaire qui s'inscrit dans une série que nous avons initiée suite à la publication d'un ouvrage, Paysage de la ville et territoire de l'après-pétrole, le paysage au cœur de la transition. Je vous propose, avant de donner la parole à nos intervenants, de vous faire une courte présentation rapide du collectif pour ceux qui, parmi les participants, ne nous connaîtraient pas. Voilà, donc le collectif Paysage de l'après-pétrole est né de la volonté de personnes qui se retrouvent autour de communautés de préoccupation que sont les défis de notre société, de notre époque. Ce qui caractérise le collectif, c'est que les personnes qui sont regroupées en son sein ne le sont pas au titre de leur fonction institution, mais à titre personnel, parce que ces préoccupations sont au cœur de leur réflexion, parce qu'ils en sont sensibles et qu'ils souhaitent partager une communauté d'intérêt. La particularité des membres, qui sont aujourd'hui une soixantaine, c'est leur pluridisciplinarité. Donc, on n'a pas du tout que des paysagistes, mais on a aussi des urbanistes, des architectes, des agronomes, des philosophes, des botanistes, voilà. Et c'est cette pluridisciplinarité qui fait évidemment la richesse du collectif et ce qui favorise l'approche un peu transversale conduite par ce qui nous préoccupe beaucoup, qui est l'approche paysagère, ou en tous les cas qui est le centre de notre réflexion. Donc l'objectif un peu collectif que nous poursuivons à travers nos réflexions, nos débats, nos publications, c'est de construire ensemble des territoires durables et harmonieux en empruntant cette approche paysagère comme le centre de la réflexion et de la démarche. Alors, je voulais pas trop, voilà, on ne veut pas passer trop de temps sur cette présentation. Je vous suggère d'aller voir l'infographie Paysage de l'après-pétrole, qu'est-ce que c'est, disponible sur notre site internet qui vient de sortir et qui vous permettra d'aller un petit peu plus loin que cette brève introduction. Alors, dans le cadre de nos travaux, en fait, au sein du collectif, tous les membres du collectif sont censés publier un article pour pouvoir rentrer dans le collectif, puisque dans l'idée que l'écriture, la réflexion, laisser des traces reste importante pour construire les idées, pour les améliorer et pour quelque part étoffer le contenu de nos réflexions. Et donc, l'année dernière, on a eu envie de publier l'ensemble de ce recueil d'articles en l'organisant dans un ouvrage qu'on a intitulé Ville et territoire de l'après-pétrole et qu'on a publié avec les éditions Le Moniteur, hein, qui nous ont fait un peu l'honneur de bien vouloir publier cet ouvrage. Donc, il est sorti en août 2020. Il rassemble donc 35 articles et une trentaine d'auteurs. Et donc se décompose en plusieurs chapitres qui, quelque part aujourd'hui, structurent les webinaires qu'on a initiés. À l'origine, on avait évidemment imaginé plutôt des événements un peu partout en France pour présenter cet ouvrage, les auteurs et qu'on fasse des débats autour des thématiques qui sont abordées. Évidemment, on a dû un peu remettre ça et voilà, on a décidé d'organiser 7 webinaires pour arpenter l'ouvrage et découvrir avec les auteurs un peu plus toutes les thématiques abordées. Donc, on en est au 3e aujourd'hui, qui est un peu je dirais pas le central, mais effectivement, paysage et transition énergétique, c'est une thématique qui est au cœur des préoccupations de demain. Alors, le webinaire donc, se passera sur une heure. Je vous suggère, mais je crois que je n'ai pas entendu trop de parasites, donc on commence tous à être habitués, mais à couper les micros, couper les caméras pour les participants.
on favorisera le chat aussi, donc n'hésitez pas via le chat à poser des questions. On va laisser nos intervenants nous présenter leur article et le contenu de le contenu. Et puis, au terme de ça, on ouvrira bien sûr la parole, on recueillera vos questions qu'on transmettra. Donc voilà, utilisez le chat pour ça. Il est là pour ça. Et Jean-Pierre, je te laisse la suite. Bien, merci Laurence. Donc aujourd'hui, 3e épisode de ces lectures sur le thème de l'énergie, qui est un thème un peu stratégique et qui comporte le nom même du collectif. Donc on nous attend beaucoup là-dessus, je suppose. Alors, on va être 3 à parler de ce que nous avons écrit sur le sujet dans ce livre Ville et territoires de l'après-pétrole. Et on est assez représentatif, je pense, de la pluralité des membres du collectif dont a parlé tout à l'heure Laurence. Emmanuelle Diez est directrice adjointe à la transition énergétique au département du Gard. Auréline Doro, elle est par ailleurs géographe urbaniste, et Auréline Doro est agronome, et elle anime la chaire paysage et énergie de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles-Marseille. Donc, dans les 2 cas, nous avons là affaire à des personnes qui sont spécialistes de ces questions énergétiques, ou en tout cas très impliqués dans leur vie professionnelle sur ce sujet, tout en n'étant pas originaire de cette thématique énergétique. Quant à moi, Jean-Pierre Thibault, je suis plutôt juriste de formation, Sciences Po et tout. Donc, vous voyez, parmi nos intervenants de ce matin, il n'y a même pas de paysagistes. Mais il y en a d'autres, rassurez-vous, dans le collectif, dans la mosaïque que vous avez pu voir tout à l'heure, il y avait un paquet de paysagistes dont certains sont assez connus et d'autres sont plus sur le terrain. Voilà. Alors, paysage énergétique, le thème d'aujourd'hui, le thème de cette heure de discussion et d'échange. L'approche paysagère, nous semble-t-il, permet de réorganiser l'espace pour assurer une transition énergétique apaisée et efficiente. Il s'agit d'économiser et d'optimiser l'énergie, de valoriser les ressources locales, renouvelables, et de susciter la participation des habitants. Alors, je vais commencer à décliner l'ensemble de ce qui est écrit là, en faisant un peu d'histoire. Diapo suivante. S'il te plaît, Laurence. Voilà. Un petit extrait, page 97 du bouquin. Au-delà du rôle que peut jouer l'approche paysagère pour atténuer les conflits nés de l'implantation hâtive et souvent brutale d'installations de production éolienne ou solaire, la démarche de paysage semble bien constituer la solution la plus efficace pour assurer la transition énergétique de nos sociétés. Fondée sur l'adhésion de tous, la mobilisation de l'inventivité des territoires et la connaissance des lieux par leurs habitants, elle permettra d'aller vite et efficacement vers les objectifs de la COP 21. Articulés avec un projet de paysage, ces objectifs n'apparaîtront pas comme une réparation nécessaire envers notre planète maltraitée par le manque de discernement ou la prodigalité coupable des générations précédentes, mais comme la projection vers un avenir plus agréable dans un cadre de vie dont la beauté reconquise aura été érigée en finalité commune. Voilà, il fallait faire de la lecture s'arrête là. Si vous voulez voir la suite ou le début, vous achetez le bouquin, c'est fait pour ça. Alors, diapo suivante. Je vous ai dit un tout petit peu de recul historique. La production d'énergie avant le pétrole, c'était ça, et il y en avait partout. Dès qu'on avait un ruisseau, une rivière, un littoral, avec les moulins à marée, vous avez celui de Bréa sur la photo, on implantait un moulin, on implantait une roue à aube. On profitait de cette force mécanique pour produire de l'énergie. Et puis, sur les collines, un peu partout dans notre pays, et partout dans le monde d'ailleurs, on avait ces moulins, plus ou moins, qui aujourd'hui font patrimoine, les uns comme les autres, les moulins à eau comme les moulins à vent. Et c'était partout. On ne pouvait pas faire 1 kilomètre ou parcourir une distance de quelques lieues sans tomber sur un élément de production d'énergie. Diapo suivante. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère du pétrole, ça a beaucoup changé. Au moment des énergies carbonées, la production a cessé d'être visible dans le paysage, sauf en de rares mais très spectaculaires occasions. Les terrils, et les carreaux de mine, les raffineries de pétrole,
les grands barrages héroïques des années 50. Là, vous avez celui de Tignes, qui a été un petit peu traumatisant localement. Et puis, tout près d'ici, la centrale nucléaire de Golfech. Donc, quand on va de Bordeaux à Toulouse, eh ben, on ne voit véritablement qu'un seul lieu de production d'énergie, c'est Golfech. On le voit de loin, hein. Mais voilà, on ne voit pas. Donc, on avait perdu l'habitude, en quelque sorte, de voir l'énergie produite. Ce n'était plus du tout dans nos regards. On avait vraiment perdu cette habitude. Et puis, diapo suivante, et puis c'est revenu. Et cette production d'énergie qu'on avait oubliée, dont on avait oublié qu'elle pouvait être visible, qu'elle pouvait être assez prégnante dans nos regards, on l'a revu apparaître un peu partout, et de manière, il faut le dire, assez désordonnée. Vous avez là un paysage picard qui aujourd'hui est un peu un paysage d'éoliennes implanté là où c'était le plus simple, où le foncier était accueillant. Vous avez cet ensemble de post-it photovoltaïques sur les toitures, sur une toiture qu'on a mis vraiment là où s'arrangeait l'installateur. Et le plus possible, parce que le client avait sans doute demandé d'avoir beaucoup de production d'énergie. Et puis, plus récemment, on a vu fleurir ces sortes de gros champignons verts qui sont les centrales de biomasse, les méthaniseurs, dans les campagnes. Et du coup, diapo suivante, du coup, ça a provoqué des remous. C'est-à-dire qu'un peu partout, cette arrivée d'éléments, d'objets supplémentaires dans l'espace, c'est accompagné de, parce que c'était souvent mis en place en catimini, sans en parler à grand monde, les gens voyaient un beau jour un mât de mesure, puis quelques semaines plus tard, une forêt d'éoliennes apparaître devant leurs fenêtres. Ils n'appréciaient pas beaucoup. Et on a donc convoqué le paysage pour dire non à ce qu'on a appelé la pollution visuelle. Diapo suivante. Parce qu'il faut bien dire que depuis les années dites glorieuses, les 30 glorieuses, on avait vu apparaître énormément d'artefacts, d'objets dans le plus parfait désordre, de manière assez chaotique dans nos espaces de vie. C'était parfois des petits objets, parfois de très gros objets, des autoroutes, des grands ensembles, des fameuses zones d'activité dont on nous promet que désormais on n'en fera plus, sauf cas d'exception. Mais enfin, le fait est là et le mal est fait. Et aujourd'hui, de ce fait-là, dès qu'on voit apparaître un élément supplémentaire, c'est ce qu'on appelle communément la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'éolienne, les centrales solaires, les méthaniseurs sont devenus le coup de trop, ce qu'il ne fallait pas faire et ce qui finalement exaspère une société déjà gavée de ces signaux visuels totalement incongrus et désordonnés. Donc à force d'avoir maculé le paysage de ce genre de choses, on a obtenu ce genre de choses. Et on a obtenu ce type de conflit. Donc comment faire néanmoins pour assurer la transition énergétique? Quel paysage pour quelles énergies pour quel paysage? Essaye de dire le CAUE de l'Ardèche, hein, on voit le magnifique paysage ardéchois à cet endroit-là, et effectivement, ou implanter là-dedans des éoliennes, ou même des centrales solaires, parce que ça se voit de loin, les centrales solaires, ça brille. Donc, comment faire? Parce que c'est nécessaire. Non seulement on a pris des engagements internationaux, bon, ça, ce ne seraient pas les premiers qu'on ne remplirait pas, mais surtout, veut-on continuer dans le réchauffement de la planète? Veut-on continuer dans... ça fait 10 ans qu'on s'est rendu compte que c'était véritablement dangereux, que les yeux se sont dessillés sur le sujet, depuis un certain raz-de-marée japonais et la disjonction de cette centrale de Fukushima. Donc, est-ce qu'on veut continuer dans les sources d'énergie dangereuses ou polluantes ou capables de réchauffer la planète? Diapo suivante. Donc, comment faire? Alors d'abord, il ne faut pas faire ce qu'on a l'habitude de faire dans notre pays, mais pas seulement dans notre pays. Il ne faut pas traiter les choses en silo, en dissocié. Parce qu'on a tendance, quand un problème se pose, à traiter le problème sans voir ses corrélations avec les problèmes voisins. On a un problème d'acceptabilité sociale des éoliennes, on traite les éoliennes. On a un problème d'acceptabilité des panneaux photovoltaïques, on traite les panneaux photovoltaïques. Or, notre véritable conviction au collectif PAP, c'est que ces éléments de politique publique dissociés
sont voués à l'échec. C'est-à-dire qu'on va pas, on va déplacer les problèmes et pas véritablement solutionner le vrai sujet, qui est le sujet du projet énergétique. Quel projet énergétique veut-on? C'est à ça qu'il faut répondre comme question. Et pour cela, il nous semble nécessaire d'aller au territoire et de mobiliser les acteurs du territoire. Donc on a là-dessus véritablement des convictions qu'on essaye de faire entendre, et pas facilement, parce qu'on est tellement dans ce système de tuyaux d'orgue des politiques publiques qu'on va toujours traiter les sujets les uns après les autres. Et là, on pense qu'il faut mobiliser les acteurs, les mobiliser pour savoir quelle stratégie énergétique de territoire on va mettre en place. Et le mobiliser pas simplement dans les salles, même s'il le faut, même s'il faut leur montrer des choses, il faut aussi les amener sur le terrain parce que c'est là qu'on peut discuter et qu'on voit le mieux les sujets. Alors, diapo suivante. Comment faire? Autre conviction forte du collectif PAP, qu'il n'est pas seul d'ailleurs à promouvoir, heureusement, c'est qu'il y a un triptyque indispensable quand on veut faire une politique énergétique, et je voyais une question du chat qui l'introduisait, il faut commencer par économiser l'énergie, organiser l'efficacité de sa consommation, et enfin, produire du renouvelable. Mais tout à la fois. Il ne faut pas simplement prendre le problème par le petit bout des éoliennes, le gros bout des éoliennes. Mais véritablement, comme essaye de le faire le PNR des Pyrénées ariégeoises, dont on voit un magnifique dessin au tableau, il faut favoriser ce triptyque économie, efficacité, renouvelable. On y reviendra. Diapo suivante. Et une fois qu'on est arrivé au stade de se poser la question de l'implantation, non pas d'une énergie renouvelable, mais des énergies renouvelables qui correspondent aux ressources du territoire. Comment va-t-on faire? Il y a du soleil, on va mettre des panneaux photovoltaïques. Il y a du vent, on va mettre des éoliennes. Il y a de la biomasse, on va construire des méthaniseurs. Où les mettons? Comment les mettons? Il faut pour cela mobiliser la connaissance intime de nos concitoyens, de nos acteurs des territoires, pour savoir comment faire et savoir où faire. Et le cas échéant, trouver, à partir de ces éléments nouveaux qu'on va introduire dans le paysage du quotidien, des lignes de force, des réponses à ce qui existe déjà, des prolongations de tendance ou au contraire, des parties d'opposition à ce qui se faisait. Et pourquoi pas? Le monde bouge. Voilà. Et donc ce discours, diapo suivante, ce discours un peu théorique, en fait, il ne repose pas sur rien, ou uniquement sur nos petits cerveaux de papistes. Il repose sur des expériences concrètes déjà faites par un certain nombre de territoires. Vous avez les territoires à énergie positive, un très beau réseau d'une 60aine de territoires qui se sont donnés pour objectif d'être producteurs d'énergie, ou énergie positive, et pas simplement consommateurs, et de produire avec leurs propres ressources un certain nombre d'éléments qui ensuite iront alimenter peut-être avec beaucoup de générosité les territoires voisins, mais déjà être au moins de leur côté autonomes. Donc allez sur le Googleisez TEPOS et vous trouverez des choses tout à fait passionnantes. De même, un peu moins connu que TEPOS, mais tout à fait prometteur, ce qu'on appelle les centrales villageoises. Ça s'est développé d'abord dans les parcs naturels régionaux de Rhône-Alpes, les Bauges, la Chartreuse et le Vercors. Et puis ça a immigré un peu partout en France, y compris en Bretagne. Ils ont atteint pratiquement toutes nos frontières. C'est une très positive contagion. Oui, le Pilat aussi, bien sûr. Et ces centrales, c'était au début photovoltaïque uniquement. Donc on implantait des panneaux solaires sur un certain nombre de lieux et on les implantait au moyen d'une production par société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est de la production collective d'énergie, mais on les implantait pas n'importe où, là où précisément ça pouvait améliorer la perceptibilité du village concerné. Vous savez, les beaux villages patrimoniaux, les villages perchés de Provence, etc., il ne fallait pas les dégrader. Et à partir de là, ils ont pris des conseils qu'il fallait, notamment l'architecte des bâtiments de France, évidemment le parc naturel régional dans lequel il se trouvait, puisque ça a commencé là, et puis les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, les CAUE, dont beaucoup de membres sont à l'écoute. Voilà, donc allez aussi sur leur site, c'est tout à fait intéressant, et ça vous montrera que finalement,
faire du paysage de l'après-pétrole sur les territoires, c'est faisable, que c'est déjà fait dans beaucoup d'endroits, ou que c'est en cours. Donc, ce n'est pas de l'utopie ou de la théorie qu'on vous raconte là. Mais les principes sont importants si on ne veut pas se tromper. Diapo suivante. Voilà. Et tout à l'heure, Auréline vous présentera l'outil que le collectif PAP a mis au point pour aider l'émergence de ces territoires à énergie post-pétrolière dont j'ai tenté de vous parler. Diapo suivante. Et là, nous arrivons à la deuxième présentation qui va vous être faite en zoomant avant sur du concret, sur un territoire où il y a du soleil, où il y a aussi des formations végétales un peu patrimoniales et un peu emblématiques, et où on a tenté de concilier l'énergie du soleil et la manière dont les territoires peuvent accepter l'implantation de ces productions renouvelables. Je vous remercie et je passe donc la parole à Emmanuelle. Bonjour à tous, merci Jean-Pierre. Oui, mon propos, ce sera d'essayer d'illustrer un petit peu par une situation concrète les propos de Jean-Pierre, peut-être me présenter rapidement pour expliquer d'où je parle en fait. Je suis une fonctionnaire territoriale depuis 25 ans. Je travaille au département du Gard, où j'ai notamment participé au développement de la politique des espaces naturels sensibles du département. Donc à ce titre-là, j'ai travaillé un peu sur tous les milieux naturels qu'on va croiser dans ce département, dans lequel je suis arrivée il y a 30 ans seulement. En tant que parisienne, donc je suis arrivée, et comme tout le monde à l'époque, sur le périph', sur l'autoroute, j'ai vu ce panneau avec marqué « Vous arrivez dans la Garrigue ». Et ça m'a fait rêver, forcément. Et puis, je me suis rendu compte qu'ici, dans le Gard, ce n'était pas un milieu aussi facile que ça. Donc, je vous propose un petit résumé du propos de l'article qui est dans l'ouvrage, que j'ai essayé dont j'ai essayé de reprendre un peu la problématique ce matin. La Garrigue est un milieu naturel exceptionnel, spécifique au climat méditerranéen et rare à l'échelle de la planète, mais pas ici, je vais donc y revenir. Sa valeur naturaliste a longtemps été associée à une ressource pour ses habitants, pastorale, agricole et même énergétique déjà, mais au prix d'efforts conséquents. Et donc, l'ère du pétrole a été l'occasion de l'oublier un peu. Et la perception locale a progressivement changé sur ce milieu. Le gisement du soleil méditerranéen constitue désormais une ressource importante pour les territoires et des investisseurs ne s'y sont pas trompés. La prise en compte de cette nouvelle ressource nécessite néanmoins une approche complexe qui ne peut pas se limiter à la superposition d'un gisement potentiel, d'un cadre réglementaire pour instruire les autorisations, même s'il est un peu complexe, et d'un rendement énergétique ou financier au risque d'aller au plus simple. Donc, les outils du paysage nous révèlent des leviers d'action intéressants pour proposer une valorisation de la ressource au bénéfice des habitants en conservant l'intégrité des milieux par une meilleure connaissance de leurs valeurs et en révélant d'autres opportunités que ce massif. Diapo suivante, donc on va revenir sur ce milieu des garrigues rapidement, puisque on est effectivement sur un massif en fait, qui en France s'étend principalement sur un triangle relativement réduit entre Montpellier, Alès et Nîmes. On a vraiment le cœur d'un grand massif représentatif de ces espaces qui concentre 45% des espèces végétales et 35% des animaux de France, présents en France. Donc c'est vraiment, on est sur un territoire dans le Gard de toute façon qui est un vrai réservoir de biodiversité, comme on dit maintenant. Mais ce milieu, il est pas facile d'accès. Il est composé d'espaces qui sont relativement fermés et relativement peu accessibles, hormis par les chasseurs aujourd'hui. Mais historiquement, il a toujours été pâturé. Depuis le néolithique, il est occupé, il a été cultivé avec la présence de la vigne, de l'olivier qu'on retrouve encore, et l'exploitation du chêne vert, sous forme notamment de charbonnières, qui ont longtemps du coup, contribué à fournir de l'énergie. Et puis, petit à petit, comme je disais, cette valeur exceptionnelle de ce paysage et de ces milieux a été, je dirais, est devenue une charge en fait pour les collectivités, puisqu'en fait, les communes se sont retrouvées avec des biens parfois sans propriétaire identifié,
difficile à réouvrir pour réinstaller le pastoralisme, par exemple, puisque ça coûte, ça brûle. Vous imaginez bien l'effet d'une cigarette là-dedans. Donc, on est sur des espaces finalement assez compliqués à valoriser pour les propriétaires et pour les collectivités locales. Diapo suivante, du coup, on se retrouve aujourd'hui sur une problématique, une arrivée de nouveaux gisements en fait, et de nouvelles valeurs qu'on peut donner à ces espaces, avec un gisement solaire qui est reconnu, un potentiel photovoltaïque très important, et donc le développement qu'on a vu arriver et de centrales au sol, qui représentait depuis quelques années un vrai risque de mitage de l'espace, comme on a pu le connaître avec la pression d'urbanisation, puisque c'est un milieu, comme je vous le disais, dans un triangle en pleine expansion d'urbanisation, qui est déjà très fortement impacté par le développement de l'urbanisme. Donc, on s'est retrouvé avec des projets de centrales qui ont été proposés aux collectivités de façon relativement successive, par vagues successives, et puis sans forcément, je dirais, de prise de conscience par les communes. C'est relativement facile de cacher depuis le village, je dirais, la partie de la garrigue qui n'est pas visible depuis le village, puisqu'on a des reliefs assez importants. Bon, là, vous avez des exemples de centrales très, très impactantes en haut quand on les voit depuis le ciel, mais qui au sol, finalement, ne sont perceptibles que depuis quelques routes relativement peu empruntées. En bas, vous avez en bas à gauche une centrale que j'ai photographiée hier à Cernac. Vous ne la voyez pas, puisqu'en fait, quand on est au niveau de la route, les panneaux sont à plat. Vous distinguez peut-être entre les arbres quelques chevaux, puisqu'en plus, les développeurs qui viennent installer les centrales arrivent souvent avec des projets, et ils sont aujourd'hui tenus, dans le cadre de l'instruction de ces projets, d'arriver avec une compensation environnementale et une compensation éventuellement de ressources qui peut arriver avec la promesse de réinstaller du pâturage. Vous verrez, si vous regardez précisément, que les chevaux passeront pas sous les panneaux. Donc certes, on a finalement une superposition, une juxtaposition, comme le disait Jean-Pierre, d'enjeux qu'on ajoute les uns après les autres, qui font que ce projet, il est vendu comme vertueux, puisque bien sûr, on produit de l'énergie renouvelable. Donc c'est par essence un projet valorisable et valorisé localement. Mais on perçoit bien entendu, comme vous le voyez en bas, sur la diapo en bas à droite avec la vue aérienne, l'impact que peuvent avoir ce type de centrale. Là, en l'occurrence, c'est l'Avonage. Donc, c'est un secteur extrêmement dense qui est entre Nîmes et Montpellier, qui a une grande pression d'urbanisation. Je suis arrivée au département en 1995 et je me souviens qu'on avait retrouvé un courrier de la préfecture qui, début des années, fin des années 80, alertait les communes en leur demandant, en leur suggérant de s'inscrire dans la politique départementale des espaces naturels sensibles pour préserver leur foncier face à la pression de l'urbanisation. Donc, vous voyez que ça fait plus de 30 ans, c'est des problématiques qui ne sont pas d'hier. Donc, sur l'urbanisme, on va dire que ça s'est organisé. Sur l'énergie, il va falloir qu'on y arrive aussi. Et sur la diapo suivante, il y a d'autres exemples, d'autres situations. Vous avez une jolie vue au pied du Mont Bouquet, qui est quand même un espace particulièrement remarquable. On est sur des espaces Natura 2000. Alors, ce que je n'ai pas précisé, que je développe aussi dans l'article, c'est le statut de ces espaces qui sont aujourd'hui tellement importants à l'échelle d'un territoire comme le Gard qu'on ne peut pas envisager de protection réglementaire trop stricte en termes de construction. Mais pour autant, la valeur est reconnue au titre du réseau Natura 2000, au titre des démarches Banane Biosphère. Voilà. Donc, on a quand même des enjeux extrêmement forts sur ces paysages-là que vous voyez aujourd'hui mités sur beaucoup de projets. Donc, l'État a mis en place des systèmes d'instruction de ces projets de plus en plus complexes, puisqu'ils ont bien entendu intégré, les services instructeurs intègrent des problématiques parfois antinomiques, pour essayer de prendre en compte l'impact paysager de ces projets. Mais l'impact paysager, il est cumulé en fait. Et c'est par ce mitage progressif du massif qu'on commence à avoir de vraies problématiques. Sur la diapo suivante, du coup, j'ai pris un exemple qui était beaucoup plus au sud, mais qui est pour moi assez parlant de ce à quoi on arrive aujourd'hui. C'est un développement d'une grande zone d'activité à proximité de l'autoroute, donc un centre logistique
avec, on va dire, une trentaine d'hectares de toitures qui ont été créées dans le cadre des centres logistiques. Donc, vous voyez un des bâtiments à droite. Et vous avez 20 hectares de photovoltaïque au sol. Donc, il n'y a rien sur les toitures. Par contre, la consommation de ces espaces, alors chez nous, ils sont particulièrement précieux puisque ce sont des zones, des terres cultivables en fait. Et il n'y en a pas tant que ça dans un territoire karstique comme le nôtre, qui aujourd'hui ont été déployés comme étant… alors peut-être qu'il y a de l'autoconsommation, hein, mais on consomme en fait de l'espace. Et à titre personnel, mon expérience professionnelle fait que j'ai souhaité m'inscrire dans ce collectif pour faire, voilà, pour donner à voir aussi une certaine préoccupation qui est la mienne sur cette consommation d'espace un peu sans valeur finalement. C'est-à-dire qu'on considère que ces espaces aujourd'hui n'ont pas de valeur. Alors bien sûr, on va finir sur une note très positive puisqu'il y a quand même beaucoup de ressources sur le territoire, beaucoup de collectifs, beaucoup d'organisations citoyennes, institutionnelles aussi, hein, bien sûr, puisqu'on a un syndicat mixte des Gorges-du-Gardon qui a évolué, qui aujourd'hui s'inscrit dans la volonté de travailler sur des projets de PNR. Donc, on a quand même une prise de conscience des collectivités de ces enjeux-là, évidemment, et je serais mal placée pour la nier. Mais on a quand même aussi, et je trouve que c'est assez important, de souligner l'investissement et la multiplicité des initiatives qui se structurent pour conquérir un domaine qui est extrêmement compliqué parce que porter juridiquement, réglementairement et financièrement des installations de production d'énergie renouvelable participative, citoyenne, c'est très compliqué. Donc, c'est là que l'approche paysagère m'a paru extrêmement intéressante puisque, comme on le disait, c'est un bon moyen d'intégrer toutes ces problématiques et de ramener les habitants et leur intelligence collective au cœur de ce genre de problème. Voilà, c'est le propos que vous retrouverez donc dans cet ouvrage. Je vais passer la parole à Auréline qui prend ma suite. Oui, merci Emmanuel. Nous sommes entrés dans le concret et on va voir maintenant comment essayer de mettre en œuvre tout ce qu'on a pu dire et tout ce qu'on a pu constater avec cet outil nous permettant de concilier l'ensemble des problématiques à partir de l'approche paysagère. Vas-y Auréline. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour les deux présentations de Jean-Pierre, d'Emmanuel, et puis merci à Laurence d'assurer la connexion entre tout ce monde-là. Je travaille pour la chaire Paysage Énergie à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles. Mais là, on va se focaliser plus particulièrement sur un outil qui est développé par le collectif Paysage de l'après-pétrole, un outil qui s'appelle Étape Paysage. Donc je vais repartir sur cette diapo très technique qui a déjà été évoquée dans le chat et dont Jean-Pierre a fait état un peu auparavant. Mais voilà, c'est un peu la définition de la transition de la part de Négawatt, une association d'énergéticiens qui traduit cette question de transition énergétique par trois actions. En priorité, la question de la sobriété énergétique. Ensuite, l'efficacité énergétique, vraiment, qui permet de… donc, sobriété et efficacité constituent ce qu'on appelle des actions de maîtrise d'énergie. Et puis ensuite, pour la dernière partie de cette transition, c'est l'installation d'énergie renouvelable. Donc, donc effectivement, c'est un outil très technique. C'est cette définition, cette acception de la transition, elle est aujourd'hui assez partagée, même dans les services de l'État. Alors, ce sont des objectifs ambitieux de transition, puisque qui font aussi appel à une diversité de à la réaction aussi vis-à-vis du changement climatique et l'appui sur l'accord de Paris. Et donc l'objectif quand même principal, même par la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est aujourd'hui portée par l'État, qui définit l'action de la France sur les 10 années qui viennent sur justement cette transition énergétique. Elle fait état justement de la diminution de, alors là, aujourd'hui 10% pour 10 ans donc, de nos consommations énergétiques. Et à terme, l'objectif, c'est bien qu'on reste à plus de 50%, 47% précisément de notre consommation énergétique. Les scénarios de l'ADEME et de RTE préconisent la même chose. Donc ça, on est sur des scénarios nationaux, effectivement.
Et pour autant, l'idée, c'est vraiment de tenter voilà, de redescendre dans les échelles et puis d'arriver à une spatialisation locale. Alors, sur l'application micro-locale, en fait, micro-locale et territoriale, à différentes échelles, hein, que ce soit à l'échelle d'un bourg, d'un village, d'un hameau, et puis après d'une communauté de communes, d'un PETR, d'un département. La question, en fait, de cette transition énergétique se pose aussi énormément. Et il s'avère qu'aujourd'hui, il y a assez peu d'outils qui peuvent le prendre en compte et qui aident à l'appliquer. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des plans climat, air, énergie territoriaux, et depuis 2019, ils sont obligatoires pour toutes les communes de plus de 20 000 habitants. Bon, c'est assez... ça nécessite une bonne ingénierie, ça nécessite du temps, de l'investissement aussi de la part des élus et des acteurs de territoire. Et puis, on reste tout à fait dans l'objet très technique et assez peu paysager. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on s'est proposé avec le collectif Paysage et Après-Pétrole, c'est, constatant tout de même qu'il y avait quand même une certaine... des aides, en fait, à la fois des études énergétiques, il y a aussi effectivement un outil qui est assez intéressant, qui est Destination TEPOS. Oui. Ouais, juste essaye de parler en face de ton ordinateur, parce que quand tu tournes la tête, on t'entend moins bien. Et voilà. Ok, très bien. Juste pour une bonne audition. Merci. Ok. Et donc, constatant qu'il y avait un certain nombre qu'il y avait quand même des outils qui permettaient justement de traduire ce scénario énergétique, enfin ces scénarios énergétiques, mais en particulier celui de Negawatt et de Solagro. Donc là, on a un croisement aussi disciplinaire, puisque Solagro, c'est plutôt un objectif de transition agronomique. Là, on croise l'énergie et l'agronomie. L'idée, c'était vraiment d'essayer eux ont créé depuis 2012 cet outil qui s'appelle Destination TEPOS et qui permet de choisir un ensemble d'actions énergétiques territorialisées suivant les caractéristiques propres du territoire considéré. Donc, constatant cela, on s'est dit avec le collectif Paysage d'Après-Pétrole qu'il y avait une bonne base sur laquelle on pouvait travailler, puisque le scénario... le Destination TEPOS, finalement, est un outil qui permet de choisir des actions énergétiques, mais ça reste des cases, des gigawattheures, ça reste quand même une entrée très, très technique. Et donc là, nous, on s'est dit, on va s'emparer de cette dimension technique et puis essayer de la traduire, d'accompagner avec des caractéristiques paysagères et donc de complexifier un petit peu aussi le propos autour de cette transition. Donc là, l'idée, ça a été qu'on puisse... on s'est basé sur cette petite destination TEPOS. On a créé cet outil étape paysage, donc avec l'aide du SAU de l'Ardèche et puis au départ et de la chaire paysage et énergie. On a donc proposé un outil qui est en cours de finalisation et que je vais vous décrire là maintenant, qui propose vraiment une application territoriale de la transition énergétique. Voilà, et donc elle s'inscrit juste après Destination TEPOS. Donc, une fois que le territoire a fait son choix de bouquet d'actions énergétiques, tant sur la maîtrise de l'énergie que de l'installation de l'énergie renouvelable. Et là, on repart donc, dès le départ des qualités paysagères du territoire pour l'articuler avec. Donc, la première étape, alors là, on est dans la première étape, mais avant cette phase-là, il y a une phase 0, en fait, de fabrication de l'outil qui comprend un fond de carte territorialisé, donc spécifique aussi au territoire sur lequel on va travailler, et qui comprend aussi un certain nombre de données paysagères, donc bien évidemment tout à fait caractéristiques du territoire qu'on situe. Donc ça, c'est un travail aussi préalable qui est assez important et qui permet justement de créer la rencontre entre des compétences paysagères et puis celles des énergéticiens et des animateurs territoriaux. Voilà, et donc, juste la première phase, Laurence, tu peux revenir dessus rapidement. Donc, elle permet aux participants, donc les participants de l'outil étape paysage sont des élus, des acteurs de territoire, des habitants, et l'outil étape paysage, ici, est un outil vraiment d'aide à
à la discussion autour de cette transition énergétique. Et là, donc, les participants vont négocier justement la relation énergie et paysage avec cet outil. Donc, pendant cette première phase de l'outil, il y a vraiment une étape où même si on connaît très bien les paysages de notre territoire, l'idée c'est vraiment de se les redéfinir collectivement et donc d'identifier les unités paysagères sur lesquelles on va travailler, avec quelles sont ces caractéristiques, quels sont les objectifs de qualité paysagère aussi, donc, notamment traduits dans les atlas de paysage. Voilà, donc c'est une première étape d'appropriation collective. On peut aller sur la diapo d'après, Laurence, si tu veux. Ah. Laurence. Bon, sur la phase 2, étape paysage, on est vraiment sur la traduction entre l'association sur ces unités de paysage de ressources paysagères. C'est plus facile si vous avez le document, enfin la diapo en face. Si Laurence, tu peux tourner. Bon, en tout cas, les ressources paysagères, ça va être voilà, qu'est-ce qui constitue ce paysage, quels sont les vents éventuels en présence. Ah, bon, c'est pas grave, on a perdu la présentation, on va revenir dessus. Les vents en présence, quelles sont éventuellement les caractéristiques patrimoniales aussi sur place, quelles sont les ressources humaines aussi, y a-t-il des villes, une activité habitante traduite par un milieu associatif très développé, etc. Et sur lesquelles on peut s'appuyer aussi pour opérer des transitions de façon générique et pas que les transitions énergétiques. Donc des fois, ça peut être aussi déstabilisant. C'est le moment où il y a un certain nombre, par exemple, on va définir aussi la qualité géologique du sous-sol. Bon, ça n'intéresse pas forcément des questions de transition énergétique directement. Il y a une troisième phase, donc je prolonge, hein, je crois qu'on a un petit problème avec le PowerPoint. Je peux peut-être lancer le mien. Ah non, c'est bon. Voilà, super, merci Laurence. Donc là, une fois qu'on a défini les ressources paysagères, donc qui sont identifiées par ces petites cartes que vous voyez là, donc on met par unité de paysage. Voilà, on va passer du coup à la slide d'après. Si tu peux, Laurence. Voilà, super. Et donc, une fois qu'on a placé ces ressources paysagères, on va essayer de définir quelles sont les actions énergétiques qui permettent, qui permettent d'opérer la transition et qui sont en relation justement avec les ressources paysagères en présence. Donc, peut-être ces ressources paysagères vont appuyer la possibilité d'installer, par exemple, une chaufferie bois parce qu'on voit qu'il y a une ressource forêt ou haie bocagère. Mais peut-être va-t-on se dire que à l'aune de ces ressources paysagères en présence, on va plutôt mettre d'autres, peut-être plutôt des actions de maîtrise de l'énergie plutôt que d'installation d'énergie renouvelable à cet endroit-là, pour qu'il y ait déjà une prise en compte des qualités de l'espace à cet endroit-là. Voilà, ensuite la phase 4. C'est vraiment, en tout cas cette phase 3, c'est vraiment le crux en fait du travail. Et puis après, la phase 4 et 5, qui sont deux phases qui vont un peu ensemble, demandent en fait aux participants d'imaginer par unité de paysage quel va être en fait le paysage de cette transition énergétique à horizon 2030 et 2050, suivant du coup les choix d'action énergétique qui sont placés par unité de paysage dans la phase d'avant. Et donc là, il y a tout un jeu de collage, de découpage, de dessin aussi, qui se fait à ce moment-là et qui permettent, voilà, même si on n'est pas forcément très bon en dessin, de raconter et de créer le récit autour de ces transitions énergétiques. Et donc là, l'idée, c'est qu'on se projette vraiment dans que pourrait être mon territoire demain avec les choix que j'ai faits, avec les acteurs autour de la table, et du coup, ça encourage aussi à le mettre en œuvre. Donc là, vous avez des représentations qui sont assez variées en termes d'implantation, en termes même de représentation. Mais c'est pas grave, il y en a qui racontent aussi le territoire. Et donc, la dernière étape, donc la phase 5, c'est vraiment partager ensemble le cheminement de quelqu'un qui traverserait ce paysage en 2050.
Voilà, je vais peut-être passer à la dernière diapo. Voilà, alors moi, je n'ai pas choisi un extrait du livre. J'ai choisi un verbatim qu'on a eu la chance d'avoir lors d'une des présentations. Donc, à ce jour, on a fait 14 présentations et il y a 6 territoires tests qui nous accompagnent aujourd'hui pour essayer de finaliser l'outil de façon à ce qu'il soit opérationnel et disponible au plus grand nombre dans les temps qui viennent. Donc, ça, on vous en parlera bientôt, mais voilà, il y a un vrai travail aujourd'hui qui est en phase de finalisation et qui vous laissera un peu l'accès bientôt. Voilà, et donc en fait, on a eu ce verbatim donc, d'une vice-présidente du Clerc qui dit que l'un des outils les plus innovants pour les PSO, c'est cet outil-là. Donc ça amène une bonne dimension. Voilà, en tout cas, nous, on trouve que c'est pour l'instant, donc il y a pas mal de critiques à faire, évidemment, comme tout outil. Il est en cours d'amélioration, mais tout de même, il permet d'augmenter de ce qu'on a vu un certain nombre de connaissances et de compétences en termes de paysage et de l'articuler avec des questions très techniques de l'énergie. Ça favorise vraiment à la fois une rencontre disciplinaire et puis une rencontre aussi d'acteurs et mise en pratique aussi. Et puis voilà, on peut considérer qu'effectivement, la transition énergétique dans ce cadre-là, elle permet vraiment, accompagnée d'un vrai travail sur le paysage, ça permet quand même de générer aussi une diversité paysagère et donc d'empêcher une homogénéité des paysages à terme. Voilà, et puis après, on a un certain nombre d'ouvrages qu'on a en cours aujourd'hui à la chaire Paysage Énergie qui permettent aussi d'appuyer d'accompagner, qui sont d'autres outils en fait qui permettent, je pense, avec ceux du collectif PAP, de vraiment d'identifier la connaissance et le travail sur ces paysages énergétiques en devenir. Voilà, je vous remercie. Bien, merci Auréline, merci Emmanuel. Et les questions sont ouvertes désormais. On commence à en voir arriver, c'est parfait. Je voulais juste dire, et ça me paraît important comme point, parce qu'une question a été posée en ce sens, qu'on n'est pas dans un système séquentiel où on commencerait par définir l'énergie et ensuite on définirait les priorités de qualification paysagère, mais bel et bien dans des démarches convergentes et sur un pied d'égalité. Il ne s'agit pas que le territoire devienne à énergie positive en ayant perdu tout son caractère paysager. Donc, la définition simultanée des enjeux paysagers et du mix énergétique possible doit être menée véritablement de front. Sinon, on va effectivement donner une sorte de priorité hors de propos à ce système de tuyaux d'or qui consisterait à dire occupons-nous de l'énergie et puis le paysage, on verra après. On ajoutera quelques arbres éventuellement. Voilà. Donc, je crois que c'est important de bien avoir ça présent à l'esprit et surtout, et je pense qu'il y a peut-être une ou deux diapos qui pourraient nous le montrer pour conclure, que l'implantation de systèmes d'énergie renouvelable, Emmanuel l'a un peu esquissé tout à l'heure, est une occasion de requalifier un paysage dégradé. Vous savez, on va avoir dans les années qui viennent, on a enfin décidé d'arrêter, avec timidité, avec recul, mais on est quand même dans cette tendance-là, d'arrêter d'implanter partout de grandes zones d'activité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire des zones existantes? Parce qu'on sait bien que ces zones existantes, elles vont continuer d'être moches ou d'être banales, et puis certaines d'entre elles vont même tomber en ruine, vont devenir des friches. Donc je pense qu'on a là un champ d'activité, ce n'est pas le seul, mais qu'on a là sûrement un champ d'activité extrêmement important pour la manière dont on va décider par la suite d'implanter les énergies renouvelables. On a un travail colossal de requalification paysagère à partir de ce qui s'est fait dans les 30 Glorieuses. Pas seulement les zones d'activité, même si c'est les caricatures les plus fortes, mais on a véritablement d'autres choses qui doivent être qualifiées. Et je pense que la transition énergétique peut être l'occasion de se poser ces questions-là. Alors, les questions qui se posent. Oui, Amélie va nous les relayer, je crois. Moi, je peux prendre la parole peut-être entre deux, parce qu'il y a pas mal de questions qui concernent l'outil étape paysage. Donc, il y a une sur est-ce qu'on peut utiliser cet outil sans compétences particulières sur le paysage?
Alors, on essaie de le rendre le plus appropriable possible par tout un chacun et chacune. Pour autant, effectivement, on se dit qu'il y a quand même, en tout cas, il y a un accompagnement à faire par quelqu'un dont le métier ou en tout cas les compétences paysagères sont présentes. L'idée, nous, aujourd'hui, c'est qu'on essaie de l'animer avec au moins 2 personnes, quelqu'un qui a plus une casquette d'animateur territorial et d'énergéticien. Et puis, une autre personne qui a plus une casquette d'opérationnel, enfin, de paysagiste ou dont le métier est de favoriser les démarches paysagères. Voilà, donc en tout cas, on estime qu'il y a un vrai, pour faciliter vraiment l'appropriation enfin, voilà, cette ampleur en fait, de choses en peu de temps par des fois des élus qui ne connaissent rien ou des acteurs voilà, qui sont peut-être des fois très forts en énergie ou inversement. Hein. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faciliter, de croiser au plus fort et donc de pouvoir répondre aussi aux questions qui pourraient se poser, qui peuvent être parfois très, très différentes suivant les personnes en présence. Voilà. Il y a une question qui a été posée sur, et ça effectivement, on ne l'a pas abordé, je me doutais que ça serait abordé, c'est la question du transport de l'énergie. Alors certes, dans les lieux de production d'énergie étaient devenus assez rares dans la période du pétrole et du nucléaire, mais en revanche, les lignes de transport d'énergie, elles, sont extraordinairement prégnantes dans le paysage. Sur une des diapos d'Emmanuel, on en voyait une tout à l'heure dans la Garrigue, c'était pas discret. Un vrai sujet. Le sujet commence à être traité dans les lignes moyennes et basses tensions, les grandes autoroutes à énergie de 400 kV, c'est pas très évident. Alors, l'une des réponses, mais l'une des réponses seulement, c'est de faire en sorte que l'énergie soit produite le plus près possible de ses consommateurs. C'est la philosophie même des territoires énergie positive. Même si, évidemment, il ne faut pas rester égoïste dans son petit secteur de production d'énergie et pouvoir donner de l'énergie aux voisins quand c'est utile. Mais je pense qu'il serait utile pour le paysage, pas seulement, mais pour même le confort et même la sécurisation de l'approvisionnement en énergie, d'avoir un système de territoire suffisamment autonome en production pour ne pas avoir d'un besoin excessif de ces grandes autoroutes à énergie qui étaient devenues là aussi, on avait un domaine qui était devenu un peu fou à force d'être auto-centré. On avait commencé à dire, nous produisons de l'énergie en France, on va l'exporter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'exportation de l'énergie? À quoi ça sert? D'autant plus que le transport de l'énergie, c'est lui-même énergivore. On perd 30% de l'énergie transportée pendant je ne sais plus combien de kilomètres, tous les je sais pas combien de kilomètres de transport. Donc c'est une absurdité. Vous voyez la perversité d'un système qui travaille uniquement sur lui-même et qui ne voit pas les systèmes voisins. Il faut voir ça présent à l'esprit. Peut-être il y a un certain nombre il y a beaucoup de questions qui sont posées là. Oui, il y a pas mal de questions là qu'on peut peut-être relayer un peu. Alors, il y en a une, y a-t-il des expériences qui mélangent éolien et agroforesterie? Et de manière générale, des croisements qui sont étudiés sous l'angle de l'emploi et qui permettraient aux habitants de rester au pays. Ça, c'est une première question. Je vous les décline un petit peu, comme ça, vous pourrez regrouper. Est-ce que vous préconisez également des garde-fous dans le PLUI ou encore, on parle d'effet de saturation des installations d'ENR dans certains secteurs. Comment définir un seuil? Le paysage peut-il nous y aider et comment? Voilà. Peut-être pour les questions alors, effectivement, État Paysage, on le fait intervenir là aujourd'hui avec les territoires tests qui sont intéressés par l'outil. C'est souvent dans le cadre de la révision de leurs outils d'urbanisme, donc PLUI, SCOT, et ou élaboration d'un PCAET. Donc là, c'est ce que vous l'indiquez sur la gauche. En plus, voilà, ou de plans de paysage, effectivement, transition énergétique ou changement climatique. Il y a aussi, je crois qu'il y avait une autre question aussi, oui, voilà, effectivement, pour PLUI, donc c'est la même chose. Et je voulais aussi peut-être rebondir sur les questions, vous parliez de territoires de proximité, enfin, territoires qui ne sont pas ceux considérés dans le cadre
étape parce qu'on se focalise sur un territoire. Et donc, qu'est-ce qu'il advient pour les territoires adjacents ou sur les villes au loin, quelle est l'articulation des échelles, etc. Donc, évidemment, c'est assez difficile de réfléchir l'ensemble à partir d'un seul outil. Néanmoins, il y a un vrai sujet sur l'articulation des échelles. Donc là, en tout cas, nous, en se basant sur le scénario Négawatt, ce qui se passe à travers l'outil, c'est que Négawatt propose donc pour à la fois même pour les métropoles et les territoires ruraux, une traduction du scénario, enfin, avec des actions à faire, qu'on soit grande ville ou qu'on soit territoire rural. Et puis avec sa part aussi, alors évidemment, il y aura beaucoup plus de maîtrise de l'énergie dans les grandes villes que d'installation d'énergie renouvelable, mais pour autant, il y a certaines actions de géothermie, de mise en place aussi de réseaux de chaleur, etc., que les grandes villes peuvent porter. Et donc voilà, donc c'est un peu ça qui se traduit à l'échelle de l'étape paysage. Et on essaie de travailler effectivement sur les filières énergétiques, donc comprenant aussi les infrastructures de transport d'électricité et puis même de énergie, par exemple, etc. Voilà, et donc c'est une question qu'on développe là pour essayer pour la finalisation de l'outil. Oui, il y avait au moins 2 questions auxquelles je souhaiterais tenter de répondre. La question de la saturation, qui s'est beaucoup posée pour l'éolien, y compris avec des déclinaisons comme l'effet d'encerclement qu'on ressent quand on a énormément d'éoliennes sur un territoire, ou selon comment elles sont placées, l'effet de surplomb qui peut être un peu inquiétant sur le plan de la perception. Je dirais qu'il n'y a pas de solution toute faite. Et même si on a mis en place des modèles, un certain nombre de collègues du ministère, et notamment dans les Hauts-de-France, ont mis en place un modèle avec un cercle qui montre le degré de saturation. Quand on est à plus de tant de degrés, sur les 360 degrés, on s'estime saturé ou encerclé. Bref, il y a des modèles qui essayent d'objectiver tout ça. Moi, je dirais que le sujet principal, c'est que les acteurs du territoire, les habitants eux-mêmes, aient la parole pour déterminer ce qui, pour eux, est en trop ou pas en trop. Il n'y a pas de mesure mathématique. En revanche, il y a une compilation des éléments de perception. Je veux dire qu'on est dans un système de mutualisation des subjectivités, quelque part. Et au bout d'un moment, si on estime qu'il y a trop de machines, ben, on regardera dans le cadre d'une stratégie qui, encore une fois, doit être économie, efficacité, renouvelable, on regardera comment doser la chose. Le principe même d'étape, c'est justement d'articuler ces éléments-là. Donc le problème de la saturation est né finalement d'un système d'opportunités foncières et de gestion univoque d'une catégorie unique d'énergie renouvelable. C'est ça qui a donné lieu à finalement cette implantation un peu désordonnée. Partout le territoire était jugé opportun ou accueillant. Ça, c'était le premier élément, la saturation, donc est un sujet qui arrive à la fin quand on n'a pas bien traité les choses au début. Alors après, il faut voir comment on le traite une fois qu'on y est confronté. Ce n'est pas évident. Ensuite, pour ça, il faut la question a été posée de la planification et de l'articulation avec les documents d'urbanisme, puisque c'est là qu'on va, en dernier ressort, autoriser une parcelle à être accueillante ou pas à un projet d'énergie renouvelable, quel qu'il soit. Et là, je dirais qu'il y a toujours notre maudit système des tuyaux d'orgue. On a un système qui traite l'urbanisme indépendamment de l'énergie. On aimerait bien que les PCAET dont on a parlé, les plans climat-air-énergie territoriaux, on se demande ce que vient d'y faire l'air, mais peu importe, soient plus territorialisés. Et dans la mesure où ils sont territorialisés, ils vont s'adresser à l'urbanisme, au SCOT comme au PLU. Donc on a encore des progrès à faire là-dessus, mais la clé de tout, c'est d'arrêter de traiter les choses morceau par morceau et élément technique par élément technique. Voilà. Emmanuel, je crois que tu voulais ajouter. Merci. Oui, Emmanuel voulait un peu réagir, je crois. Oui, mais dans le même sens, hein, effectivement, tu as répondu sur le même champ que moi, parce que c'est bien l'objet de mon propos. On parle de saturation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un SCOT sur l'usage qui est à énergie positive, quoi. C'est-à-dire qu'on produit bien plus sur le territoire. Donc la saturation, elle est atteinte, dépassée.
moi, ce que ça m'évoque, cette question de saturation, c'est un petit peu ce que Jean-Pierre évoquait tout à l'heure sur le fait que l'énergie était omniprésente avant. C'est-à-dire qu'on avait un peu partout l'énergie nécessaire pour produire là où elle était utile. Et aujourd'hui, c'est ces spécialisations des espaces avec ces infrastructures de transport, mais comme dans n'importe quel domaine de l'ère du pétrole, où on se retrouve à avoir des paysages qui sont dédiés à un usage. Et aujourd'hui, si on décide que cet usage-là, il est approprié parce qu'il est rentable, etc., sur certains espaces, ben, on génère la saturation très, très, très vite. Donc là aussi, c'est la diversité, la parcimonie, la prudence qui va guider la réponse à cette saturation. Donc, on parle des SCOT comme un outil de planification qui doit quand même être porté avec prudence. Je ne veux pas trop m'aventurer parce que je ne l'ai pas lu dans le détail, mais dans les derniers échanges que je viens d'avoir pour préparer notre intervention de ce matin, il semble que le SCOT n'est pas forcément aujourd'hui la réponse qui soit totalement au niveau pour les enjeux. C'est-à-dire qu'on a quand même, bien entendu dans le SCOT, tout de même dédié des espaces à cette production. On les localise, mais on continue à spécialiser les espaces les plus faciles à conquérir, quoi. Un message important du collectif, parmi un peu ça, sur quoi il essaye d'insister dans chacune de ses interventions, c'est qu'un territoire, nous avons une trop petite planète pour spécialiser les territoires. En gros, il faut que chaque territoire ait plusieurs fonctions. Sinon, on n'y arrivera pas. Et on a vu tout à l'heure les chevaux qui broutaient au travers des panneaux photovoltaïques. On a très souvent des centrales au sol. Quand elles sont au sol, elles sont perméables aux troupeaux, éventuellement aux troupeaux d'ovins qui font une excellente tonte de l'herbe qui pousse. Mais partout, on doit avoir cette plurifonctionnalité et partout, on doit avoir cette capacité. Autre sujet majeur pour le pape et qui fait écho à quelques interventions que j'ai vues dans le chat, importance aussi, grâce à l'approche paysagère, de mobiliser les énergies, les compétences et les sensibilités des populations. On a demandé tout à l'heure si ETAP nécessitait une forte technicité pour s'en emparer. La réponse a été justement donnée que ça n'était pas le cas, mais véritablement, le paysage, comme le disait un petit territoire des Vosges, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous et ça ne nécessite pas, bien sûr, il y a des gens qui ont une compétence particulière, une technicité, parce qu'il y a des outils de lecture, parce qu'il y a des modes de travail là-dessus, des outils de composition. Mais pour parler de paysage, il ne faut pas avoir fait Polytechnique ni quoi que ce soit. Il faut véritablement être d'un coin qu'on aime bien et dire ce qu'on pense de ce qui nous entoure avec ses propres mots. Après, un certain nombre d'hommes de l'art ou de femmes de l'art donneront un peu d'ordre à tout ça et donneront un vocabulaire qui sera peut-être plus approprié et permettront de... Voilà. Mais je pense que c'est important, chacun doit pouvoir s'exprimer sur le paysage et dans les concertations, dès lors qu'on parle de paysage, on a forcément beaucoup plus de monde que si on parle de choses plus techniques. Merci Jean-Pierre. Alors, on arrive quasiment à la fin de notre webinaire. Néanmoins, il y a encore une soixantaine de participants, donc je pense qu'on peut se donner encore 5 minutes si on veut pour voilà, conclure et donner quelques éléments de réponse. L'échange chat est passionnant. Il y a de nombreuses contributions. Alors, il y a des sujets que je trouve intéressants qui ont été soulevés par moment, notamment sur les territoires ruraux. Quelqu'un qui disait que les territoires ruraux n'étaient pas des réservoirs, n'étaient pas vierges. Donc, c'est que parfois difficile de faire intervenir et de travailler sur l'énergie, sur l'implantation énergétique quand les territoires sont déjà occupés par différentes fonctions, etc. Une autre aussi sur la dimension temporelle et le temps qui doit être pris en compte de manière importante dans les démarches paysagères et de travaux sur les énergies.
Et de nombreuses questions aussi sur la suite pour étape, et de cet outil étape qui apparemment intéresse. Je ne sais pas là s'il y a des candidats pour le tester. Est-ce que voilà, Auréline est à votre disposition pour éventuellement prendre contact et voir comment, si ça vous intéresse, poursuivre avec cet outil. Est-ce que les uns et les autres, vous voulez dire un petit mot de la fin par rapport à ces différents points ou d'autres d'ailleurs, ce que vous avez pu relever? On fait un petit tour de table dernier, puis après, on devra se quitter. Mais on peut se retrouver à 11h30 pour le prochain webinaire, puisque nous en avons 2 aujourd'hui. Je voulais juste te remercier, Laurence, pour la de cette séquence. Et c'était une bonne journée à tous. Je crois qu'effectivement, tout ça est enregistré, y compris les questions du webinaire. Donc, il y a des sollicitations sur comment nous contacter. Il faut contacter le collectif PAP, pas les qui répercuteront sur nos petites personnes. Hein. C'est pas nous qui allons répondre directement. Donc, faites en sorte que tout ceci, éventuellement, revenez sur notre site où tout ça a été enregistré. Si vous avez quelque chose qui vous a échappé, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. On est vraiment désolé. Il y avait peut-être trop de monde, mais on est vraiment content que vous soyez là nombreux. Et je pense que les questions qui ont été posées et votre nombre lui-même traduit une sensibilité très forte à ces questions de paysage et d'approche paysagère qui est extrêmement encourageante pour nous et qui devrait être un peu plus entendue par les pouvoirs publics qui ont tendance à considérer, parce que c'est leur manière de penser depuis très longtemps, que ces choses-là, n'étant pas quantifiables, ne sont donc pas sérieuses. Nous pensons le contraire et nous pensons qu'il faut que notre territoire de l'après-pétrole soit bien sûr utile à la survie civilisée de l'espèce humaine, mais ça soit aussi agréable pour celle-ci. L'utile et l'agréable, c'est un peu cette devise des Lumières que nous essayons de promouvoir dans notre travail intellectuel et de propagande. Merci à tous de votre attention.